Donc, On est une petite brochette de Parisiens, Sartois et Franciliens, et on est très très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et on est tout oui, on a fait une belle session bien-être, gestion des émotions ce matin. Donc on est en pleine forme pour écouter tout ce que tu as à nous dire. Et encore, mille merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça mérite quelques applaudissements. oh, c'est de trop. Merci à vous, merci à vous. Alors bon, comment je vais faire pour partager mon écran là maintenant? Il y a tout Je vais dans... à côté du bouton quitter. Il y a un bouton. Oui, partager. Ok, j'y suis. Et là, tu choisis l'écran que tu veux partager. D'accord. OK. OK. Annoter lors du passage de votre écran. Ben, je n'ai pas besoin d'annoter. Et alors, comment je vois là? C'est bon. Ah, ça serait bien. Voilà, là on voit ton écran. Là, on voit Loops Creative Learning. Oui. D'accord. Et je vais montrer mes diapos. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez mes diapos là? Oui, oui, oui. Oui. Alors, on va essayer de faire ça en plus grand. On y est. C'est bon. Ça va comme ça? Yes, parfait. Et Alexandra, pour information, la session est enregistrée. Oui, j'ai vu ça. Ça, j'ai vu cette information-là. Bonjour à tout le monde. Alors, désolée pour les difficultés technologiques. Voilà. Comme désolé. Encore mille merci d'être là. Et puis, on est à ton écoute. Et comme on s'était dit au téléphone, on propose de partager l'heure et demie en deux parties, c'est-à-dire une partie de 40-45 minutes d'exposé, où tu vas nous exposer un très très bref rappel de la maladie et puis surtout le point sur les avancées thérapeutiques et aussi sur les essais cliniques. Et puis, dans un deuxième temps, et là, je compte sur vous, les amis, on pourra lui poser toutes les questions qu'on veut sur la sécurité des essais cliniques, sur les différents types d'essais et de recherches qui existent. On sera là aussi très attentif et on pourra te poser toutes les questions que l'on a en tête. Merci beaucoup, Alexandra, et on te laisse la parole. Merci, merci. Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a un truc qui ne marche pas parce que je n'arrive pas à me voir en même temps que je vois mes diapos. OK. Donc, on va commencer tout d'abord par un petit rappel sur les concepts de cellules, le concept de chromosome qui est constitué d'ADN qui porte les gènes, lesquels sont les recettes pour les protéines, pour faire les protéines, la transcription qui est la copie du gène en ARN messager, donc ces ARN messagers vont porter la copie des recettes pour faire les protéines, et la traduction qui est en fait ce qui se passe dans la cuisine quand les ARN messagers qui sont les recettes vont être utilisés pour fabriquer les protéines. Alors pour ceux qui connaissent ça par cœur, vous pouvez dormir 5 minutes et puis vous revenez. Donc toutes les cellules d'un individu ont le même programme génétique et il y a un très grand nombre de cellules de l'ordre de 100 000 milliards de cellules. Et dans le noyau de chacune de ces cellules, il y a les chromosomes. Et donc, nous avons 23 paires de chromosomes. Pourquoi des paires? Parce que nous avons, pour chaque type de chromosome, l'un provient de notre papa, l'autre provient de notre maman. Et donc, au total, ça va nous faire des paires de chromosomes. Et notre centre d'intérêt à nous dans la FSH, c'est un défaut qui se trouve sur l'un des deux chromosomes 4, tout près du bout d'un de ces chromosomes. Alors, un gros plan sur l'ADN, donc c'est une chaîne formée avec 4 maillons qu'on simplifie en les appelant des lettres, mais le nom officiel sont des bases. Et ces lettres sont A, G, C et T. Et c'est l'ordre de ces lettres qui définit l'information, qui définit la recette portée sur l'ADN. Et l'ADN est constitué de 2 chaînes qui sont dites complémentaires, c'est-à-dire que l'enchaînement des lettres sur une chaîne est complémentaire à l'enchaînement des lettres sur l'autre chaîne. Et donc ça, c'est un système de backup. S'il y a un accident à une chaîne, l'autre chaîne peut permettre à la cellule de
restituer l'information qui a été perdue. Et donc la règle est simple, chaque fois qu'on a un A sur une chaîne, on a un T sur l'autre. Chaque fois qu'on a un G sur une chaîne, on a un C sur l'autre. Alors un gène, donc c'est un segment d'ADN, donc un morceau du chromosome, qui porte la recette d'une protéine. Et donc les protéines, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui constitue notre corps, tout ce qui constitue nos cellules. Donc on en a une immense variété et je les ai comparées dans mes premiers exposés de vulgarisation à des petits gâteaux, donc en anglais des cookies, qui ont tous des formes et des goûts différents, des couleurs aussi, ce qui reflète donc la grande variété de protéines qu'il y a dans notre corps. Alors, quand on va devoir fabriquer une protéine, quand la cellule doit fabriquer une protéine, on parle de l'expression du gène qui porte sa recette. Et c'est tout à fait semblable à la confection d'un gâteau. Donc, nous avons dans la cellule le noyau. C'est là qu'est stockée l'information génétique, c'est là que sont stockés les chromosomes. Donc, c'est une sorte de bibliothèque centrale avec tous les livres de recettes qui ne peuvent pas quitter cette bibliothèque centrale. Donc, quand la cellule a besoin d'une protéine, elle va envoyer un système qui va copier le gène, donc la recette d'intérêt. Cette copie s'appelle la transcription et on obtiendra alors un précurseur et puis, après maturation, un ARN messager. Messager, le nom le dit bien, il va porter le message, il va porter la recette depuis le noyau vers la cuisine où la protéine pourra être fabriquée. Et donc, cet ARN messager va être traduit, donc c'est le phénomène que l'on appelle la traduction. Donc, l'information, l'ordre des lettres sur l'ARN messager va être converti en l'ordre des maillons qui vont permettre de fabriquer les protéines, donc analogue à un gâteau. Alors, ce schéma, on va le revoir de nombreuses fois dans cet exposé, parce que même pour produire la méchante protéine DUX4 qui vous embête tous, on va forcément avoir des cellules qui vont passer par ce processus-là, la recette de DUX4, le messager DUX4 et la protéine DUX4. Alors, si on imagine, je vous dis, il y a une très grande variété de protéines dans notre corps, notamment dans les muscles. On a un grand nombre de protéines différentes et les cellules de muscles doivent les fabriquer. Et elles doivent les fabriquer de manière ordonnée. Donc, on va avoir une série de chefs, que j'appelle des protéines chefs, qui sont donc des protéines qu'on appelle des facteurs de transcription, qui sont capables d'aller activer certains gènes pour que ces gènes soient copiés en ARN messager et que ces ARN messagers permettent de donner la recette pour fabriquer la protéine d'intérêt à l'intérieur de la cellule. Donc, on va avoir besoin, comme c'est une organisation complexe, d'une cascade de protéines, chefs et sous-chefs. Par exemple, le chef numéro 1 va activer une série de gènes qui sont au bout de ces flèches. Certains de ces gènes vont pouvoir produire eux-mêmes des protéines qui sont des chefs, comme le chef numéro 3 dans cet exemple. Lequel chef numéro 3 va aller activer plusieurs gènes, parmi lesquels il y en a un qui contient l'information pour faire le chef numéro 4, qui à son tour va activer d'autres gènes, etc. Donc on a une structure bien rodée qui permet d'éviter des encombrements, des embouteillages dans la fabrication des protéines dans la cellule de muscle. Alors maintenant, que se passe-t-il si une protéine DUX4 qui est connue pour être le chef du début du développement de l'embryon, ce chef-là est capable d'activer une série de gènes qui sont indispensables au développement de l'embryon. Mais évidemment, ces gènes-là ne doivent pas fonctionner dans le muscle. Donc, quand DUX4 se met à fonctionner dans les muscles, il va aller perturber complètement cette belle cascade que je vous ai expliquée sur la dia précédente. Et donc, on va avoir DUX4 qui ne va pas activer le gène produisant le chef numéro 2. Donc, les gènes normalement activés par le chef numéro 2 et qui sont nécessaires au fonctionnement du muscle ne seront pas actifs dans le muscle. Par contre, DUX4 va aller activer le chef, par exemple, numéro 7, qui n'a rien à faire dans le muscle. Lui, son job, c'est dans l'embryon. Et donc, il va à son tour aller activer une série de gènes que je n'ai pas représentés ici, qui ne doivent pas être actifs dans le muscle. Donc, en résumé, l'expression de DUX4, la production de la protéine DUX4, du chef DUX4,
qui est chef de l'embryon dans le muscle, va foutre le bordel dans le muscle. Et la réaction du muscle, eh bien, ça va être de détruire ses propres protéines. Il ne sait plus où il en est. Et donc, il se dit, bon, on va essayer de nettoyer tout ça. Et il va détruire progressivement ses protéines. Et les fibres musculaires vont progressivement fondre. Les fibres vont mourir. Alors donc, la cause de la FSHD, c'est l'expression dans les muscles de la protéine DUX4, qui est le chef de l'embryon et donc n'a rien à faire là-dedans. Et vous vous souvenez de ce superbe canard, super canard, qui est en même temps camouflé, il a des lunettes noires de façon à ce qu'on ne puisse pas le reconnaître, que j'ai croisé dans les rues de Boston, et je n'ai pas pu résister à l'envie de me faire photographier à côté. Donc la petite personne là en dessous, c'est moi. C'est vous dire la taille de la bête. Donc DUX4 est un chef fou. Il active dans les muscles des gènes qui ne doivent être actifs que dans l'embryon. Et il faudra donc le neutraliser. Et une proposition pour le neutraliser, puisqu'ici c'était un canard gonflable, c'est de lui faire un petit trou avec une épingle pour le dégonfler. Alors voilà, l'introduction, le rappel est terminé, donc ceux qui dormaient jusqu'ici, réveillez-vous. On va passer maintenant à des choses plus intéressantes et plus récentes. C'est très bien de penser à des stratégies thérapeutiques pour neutraliser DUX4 ou pour empêcher sa production. Mais comment peut-on faire pour évaluer l'efficacité des stratégies thérapeutiques auxquelles on pense chez les patients atteints d'FSHD? Donc, on pourra imaginer de mesurer la fonction des muscles chez les patients, le genre d'exercice que vous faites, par exemple, si vous êtes suivi dans le protocole d'antioxydants à Montpellier, hein, où on vous fait asseoir sur une chaise, on vous fait lever, baisser la jambe, toutes sortes d'exercices pour voir vos capacités musculaires, où on vous fait marcher pendant 6 minutes pour voir combien de mètres vous pouvez parcourir. Ça, ce sont des évaluations de la fonction musculaire. Alors, on peut aussi, et c'est ce que font les cliniciens, mesurer des paramètres cliniques. Et par exemple, vous avez probablement déjà entendu parler des scores de Ricci ou de Lamperti, qui sont donc des listes de propriétés, de caractéristiques des patients qui permettent de les classer selon différents degrés d'atteinte de leur pathologie. On peut aussi s'intéresser au ressenti du patient, et ça a été fait notamment dans le test de Fulcrum. Est-ce que le patient se sent moins fatigué? Est-ce qu'il se sent plus en forme? Comme avec les antioxydants de Montpellier, je me souviens qu'à une des réunions d'été du côté de Sète, auquel on était allé, où j'avais rencontré une patiente qui m'avait dit « Ah, c'est magnifique, j'ai pu recommencer à skier » grâce aux antioxydants. Mais voilà, ça c'est un ressenti du patient. Il se sent mieux. Et puis, le dernier et probablement le plus important des critères, ça va être fourni par des études de biomarqueurs. Alors, les biomarqueurs pour les essais cliniques, à quoi ça sert? Eh bien, ils vont permettre tout d'abord de distinguer des individus en bonne santé ou des individus atteints d'FSHD. Par exemple, on va donner à analyser au laboratoire une collection de biopsies de muscles. Certaines proviennent d'individus sains, d'autres proviennent d'individus atteints d'FSHD. Les analyses de ces biopsies vont pouvoir identifier des biomarqueurs qui seront à des niveaux, par exemple une protéine qui sera en quantité différente dans une biopsie saine ou dans une biopsie FSHD. Et donc, ils permettront de trier en deux tas les biopsies d'une sorte ou de l'autre. Deuxième propriété des biomarqueurs, c'est de pouvoir suivre l'évolution d'un patient au cours du temps. Donc, ça veut dire le niveau d'une protéine particulière va évoluer au cours du temps. Et vous savez que c'est un gros problème dans les essais cliniques de la FSHD, même si pour vous c'est un avantage, c'est le fait que la maladie évolue très lentement. D'habitude, un essai clinique, on va suivre le patient pendant 1 ou 2 mois, dans d'autres maladies.
Dans le cas de la FSHD, on se rend compte qu'il va falloir les suivre, les patients, pendant 3, 4, 5 mois, voire plusieurs années. Maintenant, dans l'essai Fulcrum, on parle parfois de devoir attendre 3, 4 ans avant de voir vraiment un effet, si le médicament a un effet. Donc, il faut trouver des biomarqueurs qui évoluent rapidement alors que la maladie évolue lentement. Donc, c'est vraiment techniquement difficile. Alors, je vais vous donner des exemples de biomarqueurs. Donc, dans tous les essais cliniques, y compris dans le dernier dont je vais vous parler, lancé par Avidity, ils veulent faire des biopsies musculaires. Donc, ça veut dire vous prendre un petit bout de muscle, mais où choisir le petit morceau de muscle qu'on va analyser? Déjà, avant de commencer l'essai clinique, il est très difficile de savoir à quel endroit dans un muscle, DUX4 est en train d'être exprimé, est en train de faire des ravages. Parce que l'expression DUX4, elle est à très faible niveau dans un très petit nombre de noyaux des cellules musculaires. Et donc, c'est vraiment un coup de chance d'arriver à pêcher l'endroit où DUX4 est justement actif au moment où on fait la biopsie musculaire. Alors, on est aidé, enfin, les cliniciens qui font ces biopsies sont aidés grâce à des systèmes d'imagerie des muscles, et je vais vous en parler un peu là plus loin, qui vont permettre de guider la biopsie. Donc, on va repérer un muscle dans lequel il y a, par exemple, de l'inflammation importante. Eh bien, c'est le muscle dans lequel DUX4 est en train d'être exprimé, et c'est là qu'on peut faire la biopsie. Mais si on vous donne un agent thérapeutique qui va diminuer l'inflammation, comment allez-vous repérer un bout de muscle où vous avez une chance de montrer que DUX4 est passé par là, même s'il n'y est plus, et peut-être qu'il n'y est plus grâce aux médicaments. Donc, vous comprenez bien la difficulté d'arriver à sortir des informations claires de ce type d'analyse. Donc, je vais parler maintenant de biomarqueurs dont on dit qu'ils sont non invasifs. Ça veut dire qu'on ne va pas devoir vous couper un bout de beefsteak dans un muscle pour pouvoir analyser. Donc, on peut faire une prise de sang, on peut faire de l'imagerie par résonance magnétique ou par des ultrasons. Ça va? Donc, ça, ce sont toutes des techniques qui sont non invasives et que les patients souhaitent ardemment, évidemment. Alors, voilà ici, donc je vais beaucoup faire référence dans la suite de l'exposé à un article revu qui vient de paraître, dont le premier auteur est T. Haya, dans la revue Nature, donc c'était quelque chose de très haut de gamme. Et donc c'est dire que la FSHD intéresse vraiment des gens de haut niveau et qui traite de tout ce qui tourne autour des essais thérapeutiques dans la FSHD. Alors, la progression de la FSHD dans un muscle de patient est présentée dans cet article revu avec des images de résonance magnétique nucléaire. Alors, vous avez ici les deux images du haut, A et B, ont été prises au même moment avec deux analyses différentes des données recueillies par la résonance magnétique. Donc, dans la partie gauche, vous voyez ici, en fin pointillé, il y a un muscle qui est délimité. Donc, ceci, c'est une coupe à travers une jambe. Et donc, vous avez ici un muscle qui va intéresser les chercheurs. Et dans la partie de gauche, on utilise une technique qui s'appelle la séquence de Dixon, qui permet de détecter la présence de graisse. Et vous voyez en plus clair, il y avait quelques petits points ici qui représentent les endroits où il y a de la graisse dans ce muscle. Donc, vous voyez qu'il y a effectivement infiltration de graisse, mais que ce n'est pas très important. Le même muscle observé avec une autre analyse, le système qu'on appelle STIR+, de l'imagerie, ce système-là détecte la présence d'eau. Et si vous avez un œdème, si vous avez de l'inflammation, eh bien, votre tissu est gonflé, donc il y a plus d'eau dedans, et ça va apparaître en clair sur ce schéma. Donc, on voit que là, ce muscle est très clair avec cette méthode d'analyse, donc on a de l'inflammation. Et typiquement, si on va faire une biopsie à cet endroit-là, on va trouver expression de DUX4 dans le morceau de muscle.
Le même patient a été examiné 4 ans plus tard. Et donc ça, ce sont les deux images du bas. On voit d'abord au niveau de l'inflammation, donc par ce type d'analyse STIR+, on voit qu'il y a disparition complète, quasi complète de ces signaux clairs. Donc on a juste encore 3 petites régions. Donc l'inflammation a quasiment totalement disparu chez ce patient 4 ans plus tard. Par contre, l'analyse de gauche qui permet de détecter la présence de graisse vous montre que l'entièreté du muscle apparaît en clair. Il est complètement remplacé par de la graisse. Donc, il n'y a plus de fibres musculaires. Ce muscle-là, c'est devenu de la mozzarella. Il n'y a plus de possibilité de faire une contraction musculaire à ce niveau-là. Et donc, c'est l'évolution finale, terminale pour ce muscle-là, malheureusement. D'accord? Donc, voilà ce qu'on peut détecter par imagerie, par résonance magnétique. Ici, je vous montre juste un petit endroit d'un muscle, mais on peut le faire sur, je crois qu'on utilise actuellement une vingtaine de muscles chez chaque patient pour ce type d'analyse. OK? Alors, donc, revenons à nos biomarqueurs. Donc, nous avons vu l'imagerie des muscles. Je ne vous ai pas montré d'image d'ultrason, mais on peut arriver à des images très intéressantes aussi. Et maintenant, il y a toute une série d'analyses différentes qui peuvent être faites sur prise de sang. Alors, dans ces échantillons de sang, on peut essayer de détecter certaines protéines. Et vous vous souvenez que AMI FSH a financé une recherche faite chez Sabrina Sacconi à l'université de Nice, où il a montré qu'une protéine particulière qui s'appelle l'interleukine 6 était beaucoup plus abondante dans le sang des patients que dans le sang des personnes qui ne sont pas atteintes d'FSHD. D'autres chercheurs ont trouvé aussi d'autres protéines, et donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer ça. Donc il y a des protéines qui sont liées à la réponse immunitaire, donc un peu comme IL-6, ou le complément qui va permettre d'aller tuer des cellules qui contiennent des virus, par exemple, ou encore une autre protéine de membrane qui a été identifiée. Alors, dans le sang, on peut détecter aussi des micro-ARN, donc des tout petits ARN qui sont capables d'aller se lier à des ARN messagers pour les empêcher de produire la protéine dont ils portent la recette. Et donc, certains chercheurs ont découvert qu'un micro-ARN appelé 206 était plus abondant dans les échantillons de sang de patients atteints d'FSHD que chez les contrôles. Et d'autres préfèrent utiliser ce qu'ils appellent une signature, c'est-à-dire une collection d'une dizaine de micro-ARN différents qui, globalement, vont avoir des niveaux d'expression différents en fonction du fait que la personne est atteinte de FSHD ou pas, et peut-être éventuellement sont modifiés au cours de l'évolution de la maladie. Alors, la dernière proposition à ce niveau-là, qui vient du groupe de Peter Zamit, ce sont des signatures d'ARN dans les cellules que l'on trouve dans le sang. Donc, les cellules mononucléées, donc en gros les globules blancs, qui sont dans le sang et que pour les techniciens on appelle les PBMC, apparemment contiennent des ARN dont la quantité dépend, donc certains ARN particuliers, dont la quantité dépend de l'état de dégradation du muscle chez les patients. Et puis, bon, d'autres chercheurs sont encore en train de chercher d'autres possibilités de marqueurs que l'on pourrait trouver dans les prises de sang. Donc, je vais vous parler de ces histoires de signatures d'ARN. Donc, voilà, oui, excusez-moi, j'ai oublié que j'avais une dia transition. Donc, c'est le travail chez Peter Zamit, donc des gènes cibles de DUX4 qui sont activés quand DUX4 est là, et des gènes cibles de PAC7 qui sont aussi, dont l'expression est activée ou inhibée en présence de PAC7. D'abord, c'est quoi PAC7? Si on vous montre ici une fibre musculaire, ici en rose, à sa périphérie se trouvent des cellules représentées ici en vert pâle, qui sont ce qu'on appelle les cellules satellites. Ces cellules sont des cellules qui sont en dormance jusqu'au moment où il y a une blessure au niveau de la fibre musculaire qui va aller activer ces cellules satellites.
Ces cellules satellites activées vont se mettre à se diviser pour former une grande population de cellules qui vont venir fusionner avec la fibre qui a été abîmée. Donc, ces cellules satellites, c'est vraiment notre roue de secours. Quand on se casse du muscle, ces cellules satellites vont aller se réveiller, vont s'activer, se mettre à se diviser, former une grande population de cellules, de muscles, qui vont venir fusionner pour reconstituer le muscle qui a été abîmé. Eh bien, pour ce processus-là, évidemment, il y a certains gènes qui doivent être activés dans ces cellules. Et donc, on voit que le gène PAX7, qui est mis ici PAX7+, donc cette cellule, elle exprime PAX7. Quand elle est activée, elle exprime PAX7 et aussi MyoD, qui est un facteur de transcription, donc une protéine chef typique des cellules de muscle. Et lors de la prolifération de ces cellules de muscle, on obtient une grande quantité de cellules. PAX7 est actif également, mais quand les cellules arrêtent de se diviser et viennent fusionner avec ce qui reste de la fibre musculaire qui était lésée, eh bien PAX7 doit s'éteindre. Donc ce facteur de transcription ne fonctionne plus. Alors pourquoi l'équipe de Peter Zamit s'est intéressée à PAX7? Eh bien parce que les deux chefs, PAX7 et DUX4, ont un domaine, un homéodomaine, on appelle ça comme ça. Donc DUX4 a un double homéodomaine, PAX7 a un homéodomaine, mais l'homéodomaine de PAX7 et les deux de DUX4 sont très similaires. L'homéodomaine sert à quoi? Il sert à aller se lier sur un gène pour l'activer. Et donc, PAX7 et DUX4 sont capables d'aller se lier sur les mêmes gènes. Et donc, s'ils sont là ensemble, eh bien, ils se jouent des coudes pour voir lequel des deux va gagner et va pouvoir rester installé là-bas, ou bien si aucun des deux ne pourra s'installer et le gène ne sera activé par personne. Ça va? Donc, voilà pourquoi il y a un intérêt pour PAX7. Et donc, je vous montre ici un tout premier schéma que nous avions sorti avec l'équipe de mon laboratoire sur les différents gènes qui sont activés par DUX4. Donc, ce qu'on appelle en anglais les target genes, donc les gènes cibles. Donc, nous avons le défaut génétique sur le chromosome 4, où se trouve le gène DUX4. Ce gène DUX4 s'active, il va produire la protéine DUX4 qui est un chef. Et ce chef va aller activer toute une série de gènes qui sont représentés ici. Et dans ces gènes, par exemple le gène PTX1, il va produire lui-même un chef qui va aller activer un autre gène qui lui-même produit un chef qui active d'autres gènes. Et donc, vous voyez, c'est un système de cascade de régulation. Et donc, on va parler de la signature de DUX4. Si DUX4 est présent dans une cellule, eh bien, tous les gènes qui l'activent vont produire des ARN. Et on pourra détecter ces ARN dans la cellule où DUX4 est présent. La particularité de DUX4, c'est que quand il est produit, il ne reste pas très longtemps. La protéine DUX4 est rapidement détruite. Donc, on ne peut plus détecter la protéine DUX4, et c'est vraiment un gros problème pour tous les chercheurs dans le domaine. Et donc, l'astuce qu'ils ont inventée, c'est de dire, OK, on n'arrive pas à détecter DUX4, mais on peut dire s'il est passé par là. Parce que s'il est passé par là, eh bien, les ARN de tous ces gènes cibles ou des gènes dans sa cascade sont encore présents dans la cellule et on peut les détecter. Ça va? Donc, c'est ce que les Américains ont appelé les footprint genes, donc littéralement les gènes qui sont l'empreinte du passage de DUX4, ou bien l'autre terme, c'est la signature de DUX4. DUX4 a été là, et donc tous ces gènes ont produit des ARN, puisque DUX4 a activé ces gènes, et on peut les détecter. Alors voilà le chercheur de chez Peter Zamit, que vous connaissez bien, Christopher Banerjee. Souvenez-vous, Ami FSH lui a donné un prix. Et donc, pour la qualité de sa recherche. Alors, c'est une photo qui a été prise, je crois, il y a une bonne quinzaine d'années. Maintenant qu'il est devenu... Donc, il était thésard en mathématiques, à la base, ce garçon, et il voulait travailler dans la finance à Londres, à la City à Londres. Et puis, quelqu'un dans sa famille a été diagnostiqué avec la FSHD.
Et il s'est rendu compte que lui aussi avait le diagnostic, enfin, en tout cas le défaut génétique de la FSHD, même s'il n'avait pas encore beaucoup de manifestations de la maladie. Et donc, il a décidé de changer de vie. Et au lieu d'aller travailler dans la finance à la City de Londres, il a décidé de faire de la recherche dans un laboratoire de biologie moléculaire qui s'intéressait à cette maladie. Et donc, il a contacté Peter Zammit au King's College à Londres et qu'il a accepté à bras ouverts. Et donc, Chris a pu arriver là avec ses connaissances dans le domaine des statistiques. Et il a fait énormément d'études dans ce domaine-là, et notamment rechercher quelle était la signature de gènes. Donc la signature de DUX4 était à ce moment-là beaucoup utilisée comme preuve du passage de DUX4, comme preuve du développement de la FSHD. Et il s'est dit, mais tiens, DUX4, il ressemble fort à PAX7. Est-ce que par hasard, il y aurait une perturbation de la signature de PAX7? Les gènes activés par PAX7 sont-ils activés dans la FSHD ou pas? Et très étonnamment, il a découvert que ces gènes étaient en fait réprimés. Et donc, Chris a lancé un pavé dans la mare. Au départ, aucun chercheur ne voulait le croire. Il a quand même publié ce résultat dans Nature Communications, qui est un journal de très très haut niveau. Donc, c'est la preuve qu'il y avait une qualité scientifique excellente à cette recherche. Il a continué à faire d'autres publications, et je vais vous les mettre ici coup sur coup. Donc, il a trouvé que c'était un meilleur biomarqueur qui était associé avec la sévérité de la pathologie, que c'est la répression de cette signature de PAX7 permet de suivre l'évolution de la FSHD au cours d'une période courte pour la FSHD, qui est une période seulement de 1 an. Donc, chez le même patient, au cours d'1 an, on voit changer ce biomarqueur, donc la signature de PAX7. Et ils ont publié un article revu sur ce thème-là pour essayer d'expliquer le processus. Alors, je vous reprends en résumé ce qui était défini là-bas. Et donc, j'ai ici une série de 3-4 diapositives que j'ai utilisées lors d'une réunion du réseau européen sur les maladies neuromusculaires, qui a fait une réunion au mois de septembre passé sur le thème « Quels sont les meilleurs biomarqueurs à utiliser pour les essais cliniques dans la FSHD ?» Et donc, pour je ne sais quelle raison, ils n'avaient pas invité Peter Zammit, ils m'ont invité moi, et j'en ai profité pour présenter les données de Peter Zammit. Donc, on va d'abord définir les différentes signatures de DUX4 et PAX7. Donc, DUX4 et PAX7 sont des chefs qui peuvent activer toute une série de gènes. Et donc, quand ils sont présents dans une cellule, on va avoir une augmentation des ARN de leurs gènes cibles. Donc, plusieurs chercheurs ont proposé des signatures de DUX4, et donc j'ai mis les auteurs. Choi a proposé environ 200 gènes qui sont des cibles précoces, donc dès que DUX4 est là, il active ceux-là. Geng a proposé 165 gènes qui sont tardifs, donc il faut attendre 12-15 heures après l'expression de DUX4 pour voir ces gènes activés. Yao et al. Aussi. Et donc la signature de DUX4, quelle qu'elle soit, d'une manière générale, elle est augmentée dans les biopsies de muscles FSHD. C'est logique, DUX4 est exprimé dans les muscles FSHD, il active ces gènes-là, donc les ARN de ces gènes augmentent. La signature de PAX7, définie donc par Chris Banerjee, alors c'est un petit peu plus compliqué parce que PAX7 peut activer certains gènes, environ 300, et il peut inhiber, donc faire diminuer l'activité de environ 300 gènes aussi. Et donc, il a fait un petit calcul mathématique pour trouver une formule qui permet de représenter ce il a appelé le score de PAX7, que ici j'appelle la signature de PAX7, et il observe que cette signature est diminuée dans les muscles FSHD. Donc, ça veut dire que si la protéine DUX4 est présente par un mécanisme qui n'est pas encore très clair, enfin plus précisément qui est clair, mais qui est encore top secret, on va avoir une diminution de la quantité de la protéine PAX7. Si on diminue la quantité de PAX7, ben forcément les gènes qui sont régulés par PAX7
vont avoir une activité diminuée. Donc, ceux qui sont activés vont être inhibés et ceux qui sont inhibés vont être activés. Donc, la signature de PAX7 va diminuer également. Ça va? Donc, on a augmentation de la signature de DUX4 dans les muscles FSH et diminution de la signature de PAX7, probablement parce que DUX4 va inhiber PAX7. Ça, c'était des analyses qui étaient dans les biopsies musculaires. Alors, un article vient d'être publié sur Internet, de nouveau avec Chris Banerjee en premier auteur, Peter Zamit, chef du laboratoire, en collaboration avec l'équipe de Basil van Engelen en Hollande, qui a fourni un grand nombre de biopsies de muscles et d'échantillons de sang et de caractérisation clinique de patients atteints d'FSHD. Cette étude a permis de définir un biomarqueur de la FSHD qui reflète la dégradation du muscle par des analyses faites dans le sang. Donc, c'est un biomarqueur muscle-sang de la FSHD. Alors, c'est un peu particulier. Ceci représente le titre et les auteurs de cet article, qui est publié pour le moment au niveau d'un site internet qui s'appelle BioRxiv. Je ne sais pas si c'est les chiffres romains qui veulent dire 14, je ne sais pas trop. Ce site particulier accepte que des chercheurs déposent là les résultats de leurs recherches avant que ces recherches soient évaluées par des experts dans le domaine. Et c'est seulement après évaluation par des experts que l'article va pouvoir être publié officiellement dans un journal comme Nature ou tous les autres journaux dont je vous ai parlé jusque-là. Donc, ici, on doit mettre un petit grain de sel dans notre interprétation de ces données parce que ça n'a pas encore été validé par des chercheurs experts dans le domaine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Chris? Il a pris 24 patients très bien caractérisés d'un point de vue clinique, atteints d'FSHD, et des contrôles correspondants. Il a fait des analyses au niveau des biopsies de muscles de régions où il y a de l'inflammation, sélectionnées par ce système d'imagerie RMN. Il a récupéré des biopsies de muscles de patients de régions où il n'y a pas d'inflammation. Et il a récupéré les cellules mononucléées présentes dans le sang comme troisième échantillon, donc des mêmes personnes. Donc pour les mêmes personnes, il a la caractérisation clinique, une biopsie de muscle au niveau inflammation, une biopsie de muscle là où il n'y a pas d'inflammation et des échantillons de cellules de sang. Il a réalisé le séquençage d'ARN dans tous ces échantillons et il a analysé un par un les biomarqueurs de DUX4 et PAX7 et essayé de voir lesquels de ces marqueurs étaient associés avec la sévérité de la pathologie. Donc, ceci est réexpliqué dans ce schéma. Donc, à partir des gènes déjà connus pour étant perturbés par l'expression de PAX7, il a fait une signature raffinée de PAX7. Lesquels de ces gènes-là ont un niveau d'expression, donc c'est-à-dire quels gènes donnent des ARN dont la quantité est liée aux variables cliniques. Et donc, les scores de sévérité de Ricci ou Lamperti, donc les deux ont été évalués sur chaque patient, la durée de la pathologie, depuis combien de temps les gens sont malades, et il en a sélectionné 64 gènes qui sont activés par la présence de PAX7, 9 qui sont inhibés, et il s'est rendu compte que le niveau d'expression de ces gènes dans les cellules mononucléées du sang est associé avec le score de sévérité. Donc, plus les patients ont un score de sévérité important, plus ces ARN sont diminués, la quantité de ces ARN sont diminuées. Donc, on a de nouveau la même idée, la signature de PAX7 est diminuée dans la FSHD et cette sous-signature de PAX7 est particulièrement diminuée en fonction de la sévérité. Et donc, c'est la première fois qu'on a un marqueur
un biomarqueur de FSHD mesurable dans le sang et qui est corrélé inversement avec les scores de sévérité, Ricci ou Lamperti. Et donc, c'est ça son fameux biomarqueur muscle-sang de la FSHD qu'il propose d'utiliser pour le suivi des essais cliniques. Donc, c'est encore quelque chose qui n'est pas accepté par tous les chercheurs. Il faut attendre de voir la fin de l'évaluation de ce manuscrit par les experts pour avoir, peut-être qu'ils vont demander des expériences supplémentaires à l'équipe de Peter Zamit et Basil Van Engelen avant d'accepter de publier cet article et que ça devienne vraiment reconnu par tous les chercheurs. Mais je crois que c'est une piste vraiment extrêmement intéressante qui devrait faciliter le suivi des patients. Bon, il est temps maintenant de parler des stratégies thérapeutiques. Alors, je vais m'inspirer beaucoup de cet article revu de Marat Tihaya et collaborateurs qui vient de sortir ici en 2023, donc c'est vraiment tout frais. Donc, je vais alterner avec ma représentation caricaturale des approches thérapeutiques et des dessins plus précis qui ont été fournis par cet article. Donc, comment on pourrait empêcher la transcription du gène DUX4, donc sa copie en ARN messager? Eh bien, tout d'abord, on pourrait imaginer d'enfermer le gène DUX4 dans une chromatine compacte. Donc, je ne vous ai pas reparlé ici de concept d'épigénétique, du fait que l'ADN est emballé dans des protéines et qui constituent la chromatine, et que cette chromatine peut être fermée, auquel cas le gène est inaccessible et ne peut pas être copié en ARN messager. On a la paix. Par contre, cette chromatine peut être ouverte. À ce moment-là, le gène peut être, DUX4 peut être copié en ARN messager qui va produire la protéine toxique, et là, bonjour les dégâts. Ça va? Donc, on pourrait imaginer de reformer une chromatine compacte sur le gène DUX4, ce qui aurait comme avantage qu'on n'aurait pas d'ARN et pas de protéines fabriquées. Et donc, deux stratégies ont été proposées par les chercheurs à ce niveau-là. Tout d'abord, donc c'est une autre représentation. Ici, on a l'ADN double brin, on a le gène DUX4 à cet endroit-là, l'ARN messager fabriqué avec, vous savez bien, la queue poly-A qui permet de stabiliser l'ARN messager. Donc, certains chercheurs proposent de bloquer une protéine qui est une sorte d'aide des chefs qui permettent la transcription de DUX4 et de venir bloquer cette protéine. Le job normal de cette protéine, c'est de recruter des activateurs, donc des chefs qui vont venir aider à copier le gène DUX4. Eh bien, on pourrait les bloquer. Donc, on va prendre un inhibiteur qui va empêcher de recruter un activateur de DUX4. L'autre stratégie, c'est de recruter des répresseurs qui vont venir se coller sur le gène DUX4, refaire une chromatine compacte et empêcher de copier le gène DUX4 pour en faire un messager. Donc, dans cette stratégie qui provient du laboratoire de Peter Jones, dont on a déjà parlé dans des présentations précédentes, on utilise le système CRISPR, qui est une espèce de paire de ciseaux qui peuvent aller couper l'ADN précisément où l'on veut. Ici, c'est une variante de ce système où la paire de ciseaux ne peut plus couper. Donc, simplement, ce système va permettre d'aller apporter à un endroit précis sur le chromosome, juste près du gène DUX4, une enzyme qui s'appelle CRAB et qui va venir refermer la chromatine. Donc, on va recruter un répresseur sur le gène DUX4, on n'aura pas d'ARN messager fabriqué, ou bien on va arrêter de recruter des activateurs et on va fortement diminuer la quantité d'ARN DUX4 fabriquée. Alors, et si cette stratégie ne fonctionne qu'en partie, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est très difficile d'imaginer qu'on va pouvoir bloquer la production du messager DUX4 dans toutes les cellules. Donc, voilà, il faut qu'on pense à autre chose. Et l'autre chose, ça pourrait être empêcher la synthèse d'un ARN messager DUX4 stable. Vous vous souvenez, dans des exposés précédents, je vous ai expliqué qu'il fallait absolument que l'ARN messager ait une queue
poly-A pour pouvoir être stable. Donc, cette queue poly-A est ajoutée naturellement à la fin de l'ARN messager si son gène contient un signal particulier. Et ce signal particulier est présent sur l'allèle 4QA et pas sur l'allèle 4QB. Donc, c'est pour ça que l'allèle 4QA est permissif pour la FSHD. Il comprend ce signal qui permettra d'ajouter la queue poly-A à l'ARN messager, qui va le stabiliser et le laisser en vie suffisamment longtemps pour qu'il aille produire la protéine DUX4 toxique dont il porte la recette. Donc on pourrait, et c'est une stratégie que certains chercheurs ont utilisée, empêcher la synthèse d'un ARN messager stable, donc empêcher l'addition de cette queue poly-A. À partir de ce moment-là, eh bien, évidemment, l'ARN va être dégradé et ne pourra pas produire la protéine toxique. Donc, cette stratégie va s'adresser aux gènes. Donc, le signal d'addition de la queue poly-A, en anglais, on a abrévié par le mot PAS, P-A-S. Donc, soit on va faire une coupure, une mutation de l'ADN pour détruire le PAS, soit on va très élégamment transformer une lettre du PAS en une autre. Donc, on va transformer le A en G, et comme le A est sur un brin d'ADN, en face il y a un T, donc ce A devient un G, donc sur le brin d'ADN en face, on va avoir maintenant un C. Donc ce sera une conversion de la paire de bases TA en CG. Et donc ça détruit le PAS, et donc il n'y aura pas production d'ARN messager avec une queue poly-A, et donc il ne pourra pas y avoir de stabilisation de cet ARN, il ne pourra pas y avoir production de la protéine. Et donc ces deux stratégies, développées par deux groupes de chercheurs différents, toutes les deux utilisent des variations du système CRISPR-Cas9, Cas9, pardon, 9 c'est en anglais, et donc soit le CRISPR-Cas9 classique qui va aller faire une cassure du PAS, et la cellule va réparer cette cassure en faisant des erreurs, ce qui détruit le PAS, ou bien on utilise un système CRISPR pour apporter ce complexe à l'endroit où se trouve le PAS, donc le cibler précisément à cet endroit-là, avec une enzyme qui va très simplement changer la base, le A en G, et le reste, eh bien, la cellule va corriger par elle-même. Ça va? Donc, le premier cas, on fait une cassure dans l'ADN. Donc, si jamais le système ne fonctionne pas de manière optimale, on peut avoir des cassures ailleurs, et ça peut causer des gros soucis à la cellule. Elle peut même en mourir. Tandis que l'autre, la variante du système CRISPR-Cas9, ça va être un système qui ne casse pas l'ADN, on change simplement la lettre sans toucher au squelette, à la chaîne de l'ADN. Et donc, ceci, a priori, devrait être beaucoup moins risqué. Bon, et si ça ne marche pas, si on n'arrive pas à supprimer ce PAS dans tous les noyaux et qu'on a quand même encore un peu d'ARN messager avec queue poly-A qui est fabriqué, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on peut carrément empêcher la synthèse de la protéine en détruisant l'ARN. Et donc ça, c'est une technique qui est développée déjà par plusieurs labos depuis un certain temps. Nous avons été les premiers à le proposer. Et donc, on peut avoir un système qui va bloquer l'ARN messager, donc avec des petits ARN interférents, avec des oligonucléotides antisens, donc représentés en vert, qui vont se coller sur l'ARN messager et qui vont le bloquer, si bien qu'il ne pourra pas aller utiliser sa recette pour faire fabriquer la protéine DUX4 toxique. Ce sont des stratégies de ce type-là qui sont proposées en essai clinique pour le moment. Alors, l'autre stratégie est d'utiliser un micro-ARN. Donc, c'est une molécule qui peut se trouver naturellement, qui se trouve naturellement dans les cellules et qui va aller se lier sur l'ARN messager DUX4, recruter tout un complexe d'enzymes qui vont venir détruire, couper en petits morceaux l'ARN messager. Et donc là non plus, forcément l'ARN étant détruit, on ne pourra pas avoir de production de la protéine toxique. Ça va? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors là, on arrive quand même au bout de nos idées. Donc, on peut empêcher DUX4
d'activer ces gènes cibles. Et donc, pour ce faire, DUX4, qui vient d'être fabriqué dans le cytoplasme de la cellule, doit entrer dans le noyau pour se lier à ces gènes cibles et activer tous ces gènes qui vont donner sa fameuse signature. Si on l'empêche d'entrer dans le noyau, eh bien forcément, il ne se passe rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va proposer à DUX4 de bloquer sa capacité d'activer ces gènes cibles. Donc, on peut l'empêcher de recruter un activateur, donc c'est de nouveau la même idée. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Michael Kaiba qui propose ça. Donc, une petite molécule que l'on peut prendre par voie orale, qui va venir se mettre entre DUX4 et l'activateur que DUX4 recrute. Par conséquent, DUX4 ne pourra pas recruter son activateur et ne pourra pas aller activer efficacement son gène cible. L'autre stratégie qui est proposée par Julie Dumonceau, c'est de mettre dans la cellule un très grand nombre de petits ADN double brin, donc des petits morceaux de gènes, qui contiennent l'endroit où DUX4 va normalement se lier sur ces gènes cibles. Et on va mettre tellement de ces petits ARN, ça va être vraiment des leurres, hein, comme à la chasse au canard, on va mettre un canard en bois pour attirer les vrais canards sur lesquels on va pouvoir tirer à la carabine pour se faire son lunch. Eh bien, les leurres sont donc des petits morceaux d'ADN qui contiennent la cible du DUX4. DUX4 va aller se lier sur ces petits leurres et toutes les molécules de DUX4 vont être occupées à lier ces leurres et ne pourront pas aller se lier sur les gènes cibles du DUX4, ne pourront pas aller les activer. Astucieux, n'est-ce pas? Et bon, voilà, on arrive au bout de nos possibilités. Et donc, c'est réduire la toxicité de la protéine DUX4 s'il y a encore un peu de cette protéine DUX4 qui est produite malgré tous nos efforts au niveau du gène, de l'ARN et de la production de la protéine. Et donc, cette réduction de la toxicité de la protéine DUX4, eh bien, il est probable que c'est une chose que fait le losmapimod. Ce n'était pas ça l'intention de Fulcrum à la base, mais le losmapimod, en agissant sur sa cible qui est la MAP kinase P38, va diminuer très fortement l'activité de cette MAP kinase. Or, cette MAP kinase, elle est activée par l'inflammation. Donc, DUX4, quand il est dans la cellule musculaire, va induire de l'inflammation. Et cette inflammation, elle implique l'activation de la MAP kinase P38 que le losmapimod va bloquer. Donc, on va diminuer l'inflammation et a priori, ça devrait diminuer l'activation de DUX4. Donc, on a ici un cercle vicieux. L'inflammation favorise l'activité de DUX4 qui favorise l'inflammation. Ça va? Donc, voilà, on a fait le tour de tout ce qui est comme idée nouvelle pour le moment. On va rappeler quelles sont les étapes du développement d'un médicament. Donc, on a dans la partie ici en gris tout le travail au laboratoire, les méthodes de criblage qui vont rechercher les molécules capables de diminuer la quantité de DUX4 ou de diminuer sa toxicité. On va faire ensuite, donc on travaille d'abord en culture de cellules. On va ensuite faire des tests chez les animaux, c'est ce qu'on appelle les études précliniques. Et on va arriver à un moment donné, là en haut de cette boucle, à avoir suffisamment de données pour soumettre un dossier à la FDA aux États-Unis ou à l'EMA en Europe, donc la Food and Drug Administration, European Medicine Agency, donc pour dire, écoutez les gars, on croit qu'on a trouvé un médicament, ça marche chez la souris, est-ce qu'on pourrait le tester chez des patients? Si le dossier est bien fait, que les résultats sont bons, eh bien, on obtiendra l'autorisation et on va pouvoir démarrer alors la partie verte de cette courbe. On va faire d'abord l'essai clinique de phase 1, donc un petit nombre d'individus bien portants à qui on va on va pouvoir passer à la phase 2 où on va passer à un nombre plus élevé de 100 à 200 personnes et on va voir à ce moment-là, on peut toucher, on va recruter des patients, des gens atteints par la maladie et on va voir si le médicament potentiel a un effet sur la maladie, éventuellement varier le dosage pour voir comment on peut l'optimaliser.
Si ça marche, on va passer à la phase 3, un beaucoup plus grand nombre de patients, et on va pouvoir comparer l'efficacité de ce nouveau médicament avec celui d'autres médicaments s'il y en existe. Et on va enfin arriver à la phase 4, quand le médicament, pardon, à ce moment-là, est mis sur le marché. On va avoir un grand nombre de personnes traitées, mais on va les suivre pour voir s'il apparaît des effets secondaires qui éventuellement sont tellement rares qu'on ne les aurait pas vus lors des étapes précédentes. Ces 4 étapes, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, eh bien, vous savez, vous en avez beaucoup entendu parler pour le vaccin contre le SARS-CoV-2 qui donne le Covid-19. Hein, c'est la même chose pour les vaccins comme pour les médicaments. Donc, dans le cas de la FSHD, on va commencer la phase 3 pour la société Fulcrum avec le losmapimod et on va commencer la phase 1 avec le médicament de la société Avidity qui a annoncé ça récemment. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose qui se trouve tout en haut de cette boucle. Ceci, c'est un endroit qui est vraiment un endroit mortel pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de chercheurs, parce que passer des tests en laboratoire à des tests cliniques, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, qui nécessite tout un changement de raisonnement, de type de raisonnement au niveau des chercheurs. On va devoir tenir compte d'une série de paramètres dont on n'a pas l'habitude de tenir compte quand on travaille dans un laboratoire. Et pour faciliter cette étape, l'association, enfin, ou la société, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui s'appelle Solve FSHD, qui a été créée par Chip Wilson, lui-même patient, qui est un milliardaire canadien. Il a donné 100 millions de dollars dans cette fondation Solve FSHD pour accélérer la transition de la molécule médicament potentiel, donc qui est trouvée dans un labo de recherche, vers le médicament qui est autorisé par les agences du médicament pour un essai clinique. Et donc, c'est ce sommet de la courbe que je vous montrais, qui est vraiment l'étape de transition la plus difficile. Eh bien, c'est vraiment à cet endroit-là que Chip Wilson veut agir en aidant au maximum les chercheurs à ce niveau-là. Donc, il va s'intéresser à des agents thérapeutiques avancés, faire ce qu'il appelle des investissements catalytiques pour accélérer le processus, favoriser des partenariats de collaboration avec des experts dans le domaine des essais cliniques pour aider les chercheurs à avancer plus vite vers le développement de leurs médicaments, vers les essais cliniques. Alors, une société qui a reçu rapidement 1 million de dollars de Solve FSHD, c'est la société Mirecule ou MyRecule, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est dirigée par Anthony Saleh, le voici ici, qui lui-même est un patient atteint d'FSHD. Et donc, il a proposé un système de ciblage de l'ARN messager DUX4 pour le détruire. Et donc, Solve FSHD va l'aider au niveau de ce maximum de la courbe qui est très délicat. Et MyRecule est tellement malin à proposer des données expérimentales de tellement bonne qualité que l'énorme société pharmaceutique Sanofi a décidé de faire un partenariat avec MyRecule. Donc ce gaillard-là, on va en entendre parler rapidement parce qu'il a l'aide de Solve FSHD et de Sanofi pour développer son médicament. Alors, voici 3 diapos qui vous font un résumé des avancées de médicaments. Ce sont des diapositives qui m'ont été données par Jamshid Arjoman, qui est le chef de l'équipe scientifique de la société FSHD aux États-Unis, et donc qui montre les différentes étapes. Donc, c'est un schéma qui reprend les étapes que j'avais dans ma petite cellule toute ronde. Donc, il dit on peut faire de l'édition du génome, donc changer soit la structure de la chromatine, soit la structure de l'ADN, par exemple la mutation dans le signal de polyadénylation du gène DUX4. Et donc, il représente ici un livre de recettes très fameux aux États-Unis, Joy of Cooking. Et il dit, voilà, la société qui s'appelle EpiSwitch travaille à ce niveau-là.
On va faire ensuite la photocopie de la recette. Ben, lui, il vous montre une photocopieuse, Jamshid. Hein. On voit bien, c'est comme ça qu'on va faire la copie sous forme d'ARN messager. Et qui est-ce qui travaille à ce niveau-là? Eh bien, Fulcrum, apparemment, va essayer de bloquer la production du messager DUX4. La société Myocea, la société Novartis, on ne sait pas trop bien où elle se situe entre ces deux niveaux-là. Travailler à déstabiliser l'ARN messager DUX4, eh bien, donc ce messager DUX4, il porte une recette et on vous montre ici une zone de la recette qui pourrait être effacée et donc de façon à empêcher DUX4 d'amener la bonne, le messager DUX4 d'amener la bonne recette pour faire la protéine toxique. Les firmes qui travaillent à ce niveau-là, c'est Avidity, c'est Dyne Therapeutics, c'est Myrecule, la société Arrowhead, la société Armatus. Et puis l'étape suivante, c'est la traduction, en anglais translation, donc que la recette soit utilisée pour fabriquer le gâteau. Vous avez ici le gâteau qui cuit dans le four à micro-ondes, ou bien je ne sais pas quel four, c'est en métal, donc ça ne doit pas être à micro-ondes. Enfin bref, pour cuire la protéine. Et il y a ensuite, quand la protéine ou le gâteau est fabriqué, hein, vous voyez le gâteau ici DUX4, il y a plusieurs groupes qui vont agir sur sa stabilité ou sa fonction. Et là, eh bien, il n'a pas le droit, Jamshid, de donner les noms des entreprises qui travaillent à ce niveau. C'est encore top secret. Mais donc, vous voyez, nous avons un nombre vraiment important d'entreprises qui sont en train de développer des médicaments contre la FSHD. Alors, la FSHD Society a développé un groupe qui s'appelle PACT, Patients Accelerating Clinical Trials, donc les patients qui accélèrent les essais cliniques. On vous montre la partie, donc c'est un peu la boucle que je vous montrais tout à l'heure, mais mise à l'horizontale. On a la partie recherche, la partie des études qui permettent de poser un dossier auprès de la FDA pour avoir l'autorisation de s'embarquer dans les essais cliniques, jusqu'à avoir, après l'essai clinique de phase 3, l'approbation du médicament. Et donc, Fulcrum Therapeutics est le plus loin, il commence maintenant ses essais cliniques de phase 3. D'autres biotech anonymes, hein, donc top secret, sont seulement en train d'établir leur dossier pour soumettre à la FDA. La société Myocea également, une autre qui s'appelle Altai. Et vous voyez ici Fascio. Fascio, c'est quoi? C'est Fasciotherapies. Vous vous souvenez de cette entreprise? Eh bien, malheureusement, tous les petits zigzags indiquent dessus que cette société a arrêté. Le médicament qu'elle pensait proposer pour soigner la FSHD n'a pas eu l'efficacité escomptée et donc Fasciotherapies est en faillite. Elle a arrêté. Une autre société, Hilks. Alors, donc pardon, j'ai oublié de vous dire que ici, c'était les petites molécules qui pourraient servir d'agent thérapeutique pour bloquer la production d'UX4. Alors maintenant, ici, on a les agents biologiques qui pourraient bloquer DUX4. Et donc, nous avons ici Avidity Biosciences qui annonce le début de son essai clinique de phase 1. Dyne Therapeutics qui est derrière, qui est toujours en train de mettre son dossier en route pour soumettre à l'FDA. Plusieurs biotech et pharma qui ont déclaré forfait, leurs médicaments ne fonctionnaient pas. Armatus Bio, Arrowhead Pharma, Epic Bio, Myrecule, Renogenix, toutes des entreprises qui sont vraiment au début du développement de leur dossier pour la FDA. Des entreprises qui utilisent d'autres mécanismes thérapeutiques, Acceleron a arrêté, donc Acceleron utilisait des inhibiteurs de myostatine qui permettent de faire regonfler le muscle, mais dans le cas de la FSHD, ça n'a pas marché. Hoffmann-La Roche qui a des médicaments qui permettent de faire grossir les muscles et Vita Therapeutics. Et donc, voilà toutes les stratégies qu'il y a à ce niveau-là. Alors, brièvement, je vous parle de Avidity Biosciences qui a annoncé fin septembre qu'elle allait démarrer l'essai clinique de phase 1-2 qu'ils appellent Fortitude. Et il y a eu la semaine passée une webconférence donnée par des représentants d'Avidity
à la FSHD Society, donc ça s'appelle FSHD University, donc toutes sortes de conférences d'intérêt pour les patients. Et donc, c'est quoi leur agent? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un siRNA. Donc, c'est une petite molécule qui va aller se coller sur l'ARN messager de DUX4 et induire sa destruction. Et donc, cette petite molécule est accrochée à un lien qui lui-même est accroché à un anticorps. Et cet anticorps, donc je n'ai pas trouvé sur le site d'Affinity un schéma clair, donc j'ai dû aller chercher chez Dyne Therapeutics qui utilise une stratégie similaire. Cet anticorps reconnaît le machin gris sur ce schéma qui est une protéine plantée dans la membrane des muscles. Et donc, cette protéine, c'est le récepteur de la transférine qui est présent sur plusieurs types cellulaires, mais qui est particulièrement abondant dans les muscles. Donc, en accrochant l'agent thérapeutique, donc soit un siRNA dans ce cas-ci, soit un micro-ARN comme chez MyRecule, soit un oligonucléotide antisens comme chez Dyne, on l'accroche à un anticorps ou un bout d'anticorps qui reconnaît ce récepteur de la transférine, on injecte ça dans la circulation sanguine et ce machin va aller se coller sur le récepteur de la transférine au niveau de la membrane des cellules musculaires représentées par tous ces petits ronds jaunes. Ça va? De cette manière-là, cet agent va être internalisé, va être avalé par la cellule et libérer à l'intérieur de la cellule musculaire l'agent qui va aller se lier sur l'ARN messager de DUX4 pour le détruire. Donc voilà le topo. Et donc ça, ce sont les résultats du test de ces agents chez la souris, donc présentés par Avidity, donc la chercheuse de chez Avidity que j'ai prise sur mon écran lors du webinaire la semaine passée. Et donc, il montre que, voilà par exemple la capacité de courir des souris, la distance qu'elles peuvent courir. Une souris saine va courir 500 mètres. Une souris qui exprime DUX4, qui est donc un modèle de la FSHD, ne pourra courir que 120 mètres. Mais si cette souris est traitée avec l'agent thérapeutique de Avidity, elle peut recourir 500 mètres. Même chose, la force musculaire est récupérée complètement grâce à cet agent et les gènes cibles de DUX4 vont être bien inhibés, même plus que chez les contrôles, par rapport à la FSHD ou ces gènes. Donc cette signature de DUX4 est fortement exprimée. Ça va? Et donc ça, ce sont voilà, les détails de leur essai clinique. Donc ils expliquent tout ce design. Donc si vous êtes intéressé par cela, je vous suggère d'aller sur le site de la FSHD Society où vous pouvez avoir accès à ce webinaire qui a été donné la semaine passée et donc qui a été enregistré et qui est maintenant disponible. Donc il y aura une partie des patients qui recevra un placebo, une autre partie qui recevra l'agent et à la fin de plusieurs mois de tests, tout le monde recevra l'agent thérapeutique donc, dans la phase Open Label Extension. Donc, au départ, les gens ne savent pas s'ils reçoivent le placebo ou bien l'agent thérapeutique. Et après X mois, ils vont tous recevoir l'agent thérapeutique. Voilà. Alors, je voudrais terminer, j'ai plus que 2 dias à montrer, par cette citation d'un monsieur que je ne connais pas, mais que j'ai croisé sur Internet, qui s'appelle monsieur Mencken, un Américain, qui dit « Pour chaque problème complexe, il y a une réponse qui est claire, simple et fausse. » Donc, il faut bien se rendre compte que la FSHD est un problème complexe. Et donc, on ne peut pas espérer résoudre les problèmes de la FSHD avec un seul agent thérapeutique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et si ceci ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Que je vous ai répété au moins 4-5 fois. C'est la même chose. Et donc, je crois qu'on peut vraiment garder en tête que les stratégies thérapeutiques pour soigner la FSHD sont multiples. Il faut inhiber la production de DUX4. Et on peut utiliser différents moyens et on peut combiner différents moyens pour le faire. Il faut contrer la toxicité de DUX4. Et de nouveau, on peut combiner différents moyens pour le faire. Il faudra favoriser la régénération musculaire. Vous arrêtez
DUX4, vous arrêtez de détruire vos muscles, il faut reconstituer les muscles. Et donc là aussi, il y a différents agents qui pourraient être utiles. Il faudra restaurer la fonction musculaire, restaurer la force, la capacité de marcher des longues distances. Il faudra réduire le stress oxydant. Et la réduction du stress oxydant, ça je pourrais vous faire une conférence une autre fois, va avoir pour effet, maintenant on le sait, de diminuer la production de DUX4. Donc DUX4 produit du stress oxydant, vous luttez contre le stress oxydant, vous diminuez la production de DUX4. Donc il y a là vraiment quelque chose de très intéressant. Et ensuite, très important, qui a été démontré notamment par le laboratoire de Basil van Engelen, exercice physique aérobique contrôlé. En faites pas trop, mais faites-en quand même un peu tous les jours. Voilà, un tout grand merci pour votre attention. Merci Alexandra, c'était trop bien. C'était comme d'habitude clair, limpide, populaire. J'imagine quand même qu'il y a quelques questions autour de la table parce que voilà, c'est quand même pas super méga simple et des fois on est un peu perdu. Oui, forcément, oui. Est-ce que peut-être on peut faire un petit tour de table pour savoir s'il y a déjà des questions. Oui. 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 Donc là, je n'entends pas. Alors attends, on va demander à Sophia de venir nous voir. Sophia, viens nous voir. Le micro est ici. Voilà, vas-y. Bonjour Sophia. À un moment, vous avez parlé de supprimer, ou de bloquer l'ARN, en tout cas, Messager. l'ARN messager. Mais si on supprime ça, ça va empêcher le bon fonctionnement des protéines et du coup, ça va pas causer. On peut avoir une conséquence néfaste sur le corps. Est-ce que Oui, mais ça va, j'ai compris l'astuce. Pardon. Donc en fait, quand on dit bloquer l'ARN messager, il y a un « le » devant ARN messager parce qu'on ne parle que de l'ARN messager de DUX4. Et donc, les milliers, les dizaines de milliers de protéines qu'il y a dans la cellule qui sont produites à partir de différents ARN messagers, ceux-là, on ne va pas y toucher. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important dans le développement des stratégies dans la FSHD de cibler spécifiquement DUX4. Donc, on va développer des médicaments qui vont attaquer l'ARN messager de DUX4 uniquement et pas les autres ARN messagers, donc les autres protéines ne seront pas perturbées. D'accord, merci. Tu fais où, tu as une question ? À droite. Ici. Catherine a une question pour toi. Bonjour Catherine. En fait, j'ai plusieurs questions et je vais commencer par celle-là. Vous avez dit que le PAX7 est affecté et diminué par la présence de DUX4. Alors, est-ce que ça serait une stratégie possible d'accroître le PAX7 pour que, comme vous aviez expliqué, il joue des coudes entre le PAX7 et le DUX4 pour se fixer pour fixer leurs protéines. Donc, est-ce que ce serait une stratégie possible d'accroître le PAX7 qui, lui, répare les muscles? Oui, et donc c'est vraiment très malin ce que vous proposez là, et c'est quelque chose qui a été proposé en fait il y a une dizaine d'années par l'équipe de Michael Kaiba, qui se trouve à l'université du Minnesota, et il s'est rendu compte en culture de cellules que s'il mettait une grande quantité de PAX7 dans des cellules où il y avait DUX4, eh bien, il supprimait la toxicité de DUX4. Donc, PAX7 pouvait entrer en compétition avec DUX4 et donc jouer des coudes avec DUX4 pour empêcher DUX4 de venir activer ses cibles. Et bon, alors ça n'a pas été fait sur un animal complet, sur une souris complète, pour voir ce que ça pourrait donner. Et donc voilà, je ne peux pas donner une réponse à une expérience qui n'a pas été faite, mais en tout cas, l'idée est effectivement astucieuse. Oui, oui. Abandonner cette idée-là.
voilà, je ne sais pas où ils en sont maintenant par rapport à cette stratégie, mais en tout cas, c'est cette expérience qui a donné l'idée à Chris Banerjee de rechercher un changement éventuel de la signature de PAX7, donc tous les gènes activés ou inhibés par PAX7, est-ce qu'ils étaient perturbés dans les FSHD? C'est à cause de ces expériences-là. Et j'avais une deuxième question au sujet de l'étude Avidity. Est-ce que c'est seulement aux États-Unis ou est-ce que c'est aussi en Europe ou en France même? Est-ce qu'ils recrutent ici également? Alors, d'après ce qu'ils ont dit à la conférence de la FSHD Society, apparemment à ce stade-ci, ils vont être seulement aux États-Unis, mais quand ils vont arriver enfin, si tout va bien, et qu'ils vont arriver à la phase suivante des essais cliniques, donc au niveau phase 3, là, il faudra qu'ils recrutent plus de gens. Et donc, c'est typique d'une maladie rare, c'est qu'il y a évidemment relativement peu de patients, et que pour les essais cliniques, on fait un tri dans les patients. Par exemple, on ne peut pas avoir de patientes enceintes, on ne peut pas avoir de patients qui sont en fauteuil roulant, il faut des gens qui sont encore capables de marcher, il ne faut pas de patients qui soient en même temps diabétiques, il ne faut pas de patients qui aient des problèmes cardiaques, il faut pas... Et donc, on a vraiment un tri très sélectif des gens qui vont pouvoir entrer dans cet essai clinique. Et donc, ils vont vraisemblablement devoir venir recruter en Europe également ou en Angleterre. Et d'où l'intérêt qu'un maximum de gens soient inscrits sur les registres nationaux, un maximum de patients soient inscrits sur les registres nationaux, ce qui va faciliter le recrutement des patients pour les essais cliniques. Maintenant, s'il n'y a pas de recrutement à ce stade-ci pour l'essai clinique Avidity, probablement les choses vont évoluer comme pour Fulcrum. Donc, il semblerait que Fulcrum, qui se lance dans la phase 3 des essais cliniques pour le losmapimod, va ouvrir 4 ou 5 centres supplémentaires en Europe. Donc, en Europe, pour le moment, il y a juste le centre de Nice avec Sabrina Sacconi qui peut suivre des patients. Mais c'est justement Pierre Lorient qui me disait hier qu'il y allait avoir recrutement probablement à la Salpêtrière à Paris, à Lyon, à Garches, etc. Garches, pardon, etc. D'accord. Donc ça n'a pas encore commencé à Paris. Là, en l'occurrence, la phase 2-3 de l'osmapimod n'est pas fondamentalement lancée, enfin officiellement lancée, mais dès qu'elle sera lancée, ils vont davantage polycentriser. Et donc, du coup, en France, typiquement, il n'y aura plus que Nice. Il y aura Nice et d'autres CHU et la Salpêtrière et Garches et d'autres vont pouvoir recruter. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a que 4 patients qui sont à Nice. Mais il pourrait y avoir une petite dizaine de patients à la Salpêtrière, 8 patients à la Salpêtrière. On a une personne une maman avec nous qui a entendu parler de 8 personnes qui pourraient être inclus dans les 7 phases 2-3 à la Salpêtrière, typiquement. Donc, en tout cas, ça corrobore le fait qu'ils vont davantage polycentriser cet effet. Donc, ils sont encore en train de recruter. Là, ouais. Alors, ils sont en train, d'après ce qu'on a cru comprendre, c'est-à-dire que toi, Sabrina, tu le sais depuis très peu de temps, voilà, depuis mardi, que le médecin qui est en charge de la prise en charge d'un enfant, enfin d'une jeune adulte, a proposé justement à cette jeune adulte et à sa maman le fait d'être intégré dans la phase 2-3 de Fulcrum. Mais c'est très, très récent. Et puis, c'est peut-être encore un peu confidentiel, peut-être que le registre national n'est pas encore sollicité. Je ne sais pas si Sabrina, ta fille Lina, était au registre national FSHD. Donc, voilà. Normalement, c'est un dossier qu'on remplit avec le médecin neurologue. Non. De toute façon, je crois que il faut vraiment essayer d'avoir un maximum de gens au niveau du registre.
Et donc, je viens de me rendre compte avec horreur que la caméra était mal orientée et que vous ne voyez pas le beau t-shirt Team for Ducks. Ça y est, on est très bien. Là. On l'a vu au départ. Maintenant, vous le voyez. Et c'est pour ça que la caméra ne marche pas sur Teams, c'est parce qu'elle a été kidnappée par un FaceTime. Mais voilà. Non, mais c'est Ah bah oui. sur FaceTime, ça s'ouvre dans Teams. Mais bon, Peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Hicham. Merci beaucoup, Alexandra, comme d'habitude. Bonjour Hicham. C'est des sujets effectivement très, très complexes. Donc, tu nous as parlé de plusieurs stratégies différentes qui finalement adressent le problème à différents endroits de la chaîne. Mais j'ai l'impression que si entre guillemets, on attaque l'ADN, on résout le problème une fois pour toutes, on va dire de manière définitive. Mais les autres stratégies, c'est plutôt, à chaque fois que DUX4 arrive, il faudra aller le combattre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui, oui, tout à fait. Et donc, effectivement, comme tu le sous-entends, on pourrait imaginer que la meilleure stratégie consisterait à aller corriger l'ADN. Donc, par exemple, supprimer le fameux signal de polyadénylation sur l'ADN dans tous les noyaux de toutes les cellules de muscles. Et donc, c'est là le hic. Combien de noyaux va-t-on pouvoir effectivement toucher avec cette stratégie-là? Parce que la stratégie, elle est brillante, mais il faut encore amener les ingrédients qui permettent cette modification de l'ADN dans le muscle et dans tous les noyaux de toutes les fibres musculaires. Et donc, c'est probablement là vraiment le point délicat et qui va faire qu'on peut y aller pour faire cette stratégie-là. Il faudra quand même toujours avoir les autres stratégies qui vont cibler les ARN messagers DUX4 qui seront quand même fabriqués et les protéines DUX4 qui seront quand même fabriquées à partir des noyaux qui n'auront pas été touchés. Alors, la deuxième chose qui est inquiétante, avec le système CRISPR-Cas9 classique qui induit des cassures dans l'ADN, on peut très bien avoir des cassures à d'autres endroits. Donc, ce n'est pas du genre efficacité monomaniaque, ça peut taper aussi à d'autres endroits et donc ça pourrait causer des problèmes, des soucis. Donc, il n'y a rien de plus dangereux pour une cellule que d'avoir des cassures sur son ADN. Il y a tout le temps des cassures, mais il y a tout le temps des systèmes qui réparent. Et donc, si avec le système CRISPR-Cas9, on faisait des cassures en trop grand nombre et que les enzymes de la cellule n'arrivent pas à suivre, à réparer, on pourrait avoir des gros soucis. Mais la FSHD n'est pas la seule pathologie dans laquelle on pense à cette stratégie-là. Donc les autres, ils avancent bien aussi pour les maladies qui sont plus fréquentes que la FSHD. Il y a des tas de chercheurs qui sont en train de se casser la tête pour essayer d'améliorer le système. Et ce qui est vraiment une belle amélioration, pense-t-on dans le domaine, c'est la modification du système CRISPR-Cas9. Donc le CRISPR-Cas9 a deux ingrédients. Il a des petits ARN que l'on peut concevoir comme on veut, de façon à ce qu'ils aillent se coller à l'endroit du gène où on veut agir. Donc ici, on peut faire un petit ARN qui va cibler la région du gène DUX4 où se trouve le signal de polyadénylation. Et le deuxième ingrédient des complexes CRISPR-Cas9, c'est la Cas9, donc au Cas9. On a maintenant des variants. Donc, Cas9, c'est vraiment l'enzyme qui coupe l'ADN. Donc, on l'a modifiée, on lui a rongé les dents, et donc elle n'est plus capable de casser l'ADN, mais elle est toujours capable de s'associer avec le petit ARN guide, et on peut lui mettre quelque chose sur le dos. Donc, on va voir la Cas9, on va lui mettre sur le dos une enzyme qui va avoir une activité particulière à l'endroit où le complexe est amené par le petit ARN guide. Et donc, dans les enzymes qu'on associe avec cette Cas9 édentée, on va avoir, par exemple, CRAB qui va aller reformer une chromatine compacte sur le gène. Ça, c'est la stratégie de Peter Jones et je ne me souviens plus de son prénom, Imeda, Madame Imeda qui travaille avec lui. Je ne sais plus. Enfin bref. Et donc, l'autre stratégie qui maintenant est en train de se développer depuis 1 an et demi, 2 ans,
c'est de prendre une enzyme qui est un éditeur. Donc l'éditeur, c'est par comparaison au domaine de l'imprimerie, l'éditeur va enlever une lettre et mettre une autre à la place. Et ici, ces enzymes éditrices, elles vont pouvoir remplacer une base de l'ADN par une autre. Par exemple, remplacer un A par un G, comme on a vu l'exemple là, mais il y a plusieurs possibilités. Et l'avantage, c'est que pour faire ça, on ne touche pas au squelette de l'ADN. Donc, on enlève juste une boule qui décore l'ADN et on met une autre boule à la place, mais on ne change pas le squelette de l'ADN. Donc, on n'a pas ce risque d'avoir des cassures dans l'ADN qui pourraient être dangereuses pour la cellule. Et donc là, je crois que c'est vraiment, enfin, les gens qui sont dans le domaine CRISPR-Cas9 pensent que c'est vraiment la variante de CRISPR-Cas9 qui a le plus de chances d'avoir des applications thérapeutiques dans toutes les pathologies. D'accord, parce que chez nous, ça enlèverait le poly-A, par exemple. Exact. D'accord. Moi, j'ai encore 2 questions, mais je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Donc, si quelqu'un d'autre a des questions, allez-y. J'ai une question justement sur en fait la stratégie de remplacement. Si on change une lettre par une autre, est-ce qu'on risque pas de produire une protéine qui fait autre chose dans l'organisme? Oui, mais donc c'est ça que la grande astuce, c'est le ciblage précis. Donc, on va changer exactement une lettre qui est dans le signal de polyadénylation. Et là, il y a plusieurs A. On choisit un A et on remplace ce A par un G. Et c'est suffisant pour que ça ne fonctionne plus comme signal de polyadénylation. Et il est clair que tu ne peux pas aller changer des lettres n'importe où dans le gène, parce qu'alors, c'est ce qu'on appelle des mutations et la protéine, alors, va être différente. Donc, c'est ça le gros avantage des systèmes CRISPR-Cas9, c'est l'utilisation de petits ARN guides qui vont amener l'enzyme d'intérêt exactement à l'endroit où on le veut, parmi les 3,2 milliards de lettres du génome. Et en fait, cette application, en fait, c'est quoi les échéances que tu verrais en termes d'application, en fait, vraiment, en fait, pour être en stade 2 ou 3, en fait, ce serait quoi, en fait? Bon, ben là, c'est des machins qui viennent juste d'être publiés comme articles scientifiques. Donc, on peut imaginer peut-être des essais cliniques dans 5 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un domaine qui enfin, c'est une stratégie qui est utilisée dans des tas d'autres pathologies. Et donc, si on avance plus lentement pour la FSHD, pour les autres maladies, on peut avancer plus vite. Et donc, nous pourrons bénéficier des avancées pour les autres pathologies, par exemple. Donc, c'est un processus qui peut s'accélérer très, très bientôt, en fait. Merci. Moi, j'ai encore 2 questions. La première, c'est tu nous as montré des images de coupe transversale de muscles en nous montrant à 4 ans d'intervalle comment la zone en question est devenue de la graisse. Et ma question, justement, dans un monde idéal, on a une des stratégies fonctionne ou plusieurs, donc on arrive à bloquer DUX4, ça c'est très bien. Comment on retrouve des muscles? Est-ce que les zones qui sont graisseuses, c'est irréversible et et ces muscles-là, dit autrement, je suis malade, je prends mon traitement demain, il marche nickel, ça veut dire que le mieux que je puisse avoir, c'est rester dans mon état actuel? Ou est-ce que je peux regagner des muscles qui auraient disparu à cause de la FSH? Est-ce que c'est clair déjà? Oui, tout à fait. Donc, l'évolution de la maladie, c'est on a de l'œdème, de l'inflammation dans un muscle. Progressivement, cette inflammation disparaît et les cellules, les fibres musculaires meurent et sont remplacées par de la graisse. Donc ça, c'est l'évolution. Et l'évolution finale, c'est il n'y a plus du tout de fibres musculaires à l'endroit où était ce muscle, il n'y a que de la graisse. Si on est à ce stade-là pour un muscle, la majorité des cliniciens pensent à l'heure actuelle que c'est irréversible. Par contre, si on est à n'importe quel stade d'avant, donc soit au stade d'inflammation, soit au stade des premiers dépôts de graisse, a priori, ça devrait être réversible.
Mais donc, on a pu le montrer dans un modèle de souris. Maintenant, un humain, ce n'est pas une souris. Et donc, honnêtement, je ne peux pas répondre à ta question. C'est ce que tout le monde espère. Mais tant qu'on n'a pas fait les essais cliniques, on ne peut pas en être sûr. Donc, au pire, le médicament en bloquant DUX4 va figer la situation comme elle est au moment où on prend le médicament. Tu vois, il n'y aura plus de progression, il n'y a plus d'aggravation de la maladie. C'est ça le minimum qu'on peut espérer. Mais maintenant, pour être plus optimiste, on peut dire que dans le cas des études faites par Peter Zamit, l'année dernière, il a montré qu'il y avait une régénération musculaire active dans les muscles FSH. Et Frédéric Coppé, mon ancienne collaboratrice, hein, moi je suis retraitée, mais elle continue à bosser, a un article qui vient d'être accepté, qui va être publié incessamment sous peu, où elle montre la présence de fibres en régénération dans le muscle FSH aussi, et donc sur des biopsies de muscles qui viennent de chez Basil Van Engelen. Et donc, il y a effectivement possibilité de régénération. Maintenant, si on considère qu'une fibre musculaire, c'est comme une grosse corde faite de l'enchevêtrement de petites cordelettes. Chaque fibre musculaire, c'est une petite cordelette. DUX4 actif dans une cordelette va la tuer. Mais les autres cordelettes à côté sont toujours là. Et donc, on peut très bien avoir, si on s'arrange pour bloquer la toxicité de DUX4, dans un muscle où il y a, allez, je vais dire 30% des cordelettes qui sont mortes, le reste du muscle est présent et permettrait la régénération pour reconstituer les 30% de cordelettes qui ont disparu. Donc là où c'est tout à fait bloqué, c'est quand l'entièreté des cordelettes a été détruite et a été remplacée par de la graisse. Là, apparemment, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Merci. Il m'en reste une, mais allez-y. J'en ai une autre, Alexandra Capri. Oui, je t'en prie, je t'en prie. Au sujet du losmapimod, donc ça serait, je ne sais plus, j'ai oublié quel est le mécanisme de ce médicament, et est-ce que ça serait donc un médicament qu'il faut prendre à vie, puisque c'est pas CRISPR-Cas9, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre tous les jours pour bloquer. Probablement, comme la majorité des médicaments, à part ceux qui agissent sur l'ADN. Donc, le mécanisme du losmapimod, il va bloquer une enzyme qui est la P38 MAP-kinase. Et bon, pendant tout un temps, ce n'était pas clair comment ça pouvait avoir comme résultat qu'on arrêtait de produire du messager DUX4. Donc là, maintenant, il y a un article revue qui vient de paraître qui suggère un mécanisme. D'autre part, c'est connu que la P38 MAP-kinase joue un rôle dans l'inflammation. Et donc, si tu vas l'arrêter, tu vas diminuer l'inflammation et diminuer l'expression de DUX4. Donc ça, c'était pour l'aspect un peu mécanisme. Et par contre, c'est vrai que DUX4 peut être exprimé à tout moment. Et il faut vraiment tout le temps avoir, c'est un petit peu comme si tu as un poulailler à côté d'un bois et tu sais qu'il y a des renards dans le bois, tu vas bloquer un renard ou tuer un renard, tu sais bien que le lendemain, il peut y en avoir un autre qui peut venir. Donc les renards, ce sont les molécules de protéines DUX4 qui peuvent être produites à tout moment et venir attaquer ton muscle qui est ton poulailler. Donc effectivement, ce sera des maladies qu'il faudra traiter de manière chronique, comme quelqu'un qui a le diabète et qui doit avoir son traitement d'insuline à vie. Mais bon, il y a des tas de gens qui vivent comme diabétiques bien contrôlés grâce à leur insuline et tout va bien, quoi. Mais imaginons que quelqu'un commence à prendre l'osmapimod et puis dans 5 ans arrive la molécule d'Avidity. Est-ce qu'on peut, dans un cas comme ça, partir avec le traitement Avidity et stopper on peut imaginer donc peut-être d'utiliser l'osmapimod pour arriver jusqu'au moment où il y a un meilleur traitement.
c'est une possibilité. Alors maintenant, les modalités précises de ce qu'il faudra faire à ce moment-là, je n'en sais rien. Donc, les chercheurs vont certainement considérer ce point-là. Et comme pour les maladies comme la SMA ou la Duchenne, où il y a possibilité de soigner la maladie, soit en utilisant un oligonucléotide antisens, soit en utilisant un virus médicament, des gens qui utilisaient l'un peuvent basculer vers l'autre et vice-versa. Là, la différence, c'est que on sait bien exactement quel est le mode d'action de ces médicaments et on sait que c'est exactement le même mode d'action. Tous les deux vont cibler l'ARN messager pour empêcher sa destruction. À l'heure actuelle, il nous reste encore un flou quant à la manière dont le losmapimod fonctionne, mais je crois que ça va être débloqué très prochainement. On saura ce que c'est pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Mais a priori, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas basculer de l'un à l'autre. J'ai une question, Alexandra, c'est Didier. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs pistes de développement avec plusieurs actions ciblées au niveau des effets. Est-ce qu'une des stratégies ne pourrait pas être gérer une multithérapie, c'est-à-dire en combinant plusieurs actions et différents choix, comme c'est fait sur des maladies complexes, en l'occurrence par exemple le sida ou d'autres maladies comme ça, avec une combinaison justement de plusieurs thérapies qui seraient associées? Oui, bonjour Didier. Donc oui, effectivement, c'est pour ça que dans mon exposé, je mettrai « Et si ça ne marche pas, que peut-on faire d'autre ?» C'est l'idée que si tu as une stratégie sur l'ARN qui va diminuer, allez, je ne sais pas, de 60% la quantité d'ARN messager, il va en rester 40% qui pourront donner une protéine. Donc on peut peut-être à ce moment-là, en même temps qu'on prend le médicament qui diminue le messager, prendre un autre médicament qui va bloquer la protéine pour diminuer sa toxicité, certainement. Et on va... C'est ça qui est vraiment, je crois, très intéressant de voir le foisonnement de nouvelles thérapies qui sont proposées. C'est qu'on pourra se dire, d'ici quelques années, on pourra faire son shopping parmi les différents médicaments proposés, parce que d'une personne à l'autre, le médicament numéro 1 va fonctionner différemment. Peut-être que le numéro 1 fonctionne mieux chez telle personne, alors que c'est le médicament 2 qui fonctionne mieux chez une autre. Et selon les profils de réponse des gens aux différents médicaments, on pourra faire des cocktails différents. Oui, non, mais c'est... D'abord, c'est toujours très, très agréable de parler à Alexandra. Je ne m'en lasse pas, mais on ne va pas la retenir jusqu'à 23 heures. Je suis sûr qu'elle a d'autres choses à faire. C'est plutôt une question subséquente par rapport à ce qui vient d'être dit. Tu nous as dit tout à l'heure que le rôle de DUX4 au rôle embryonnaire était vraiment très complexe, très bien décrit, très bien compris. Mais après ça, quel est le rôle de DUX4 à part nous créer le bordel dans nos muscles? Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend un médicament qui éteint DUX4, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres conséquences sur d'autres mécanismes, sur d'autres parties du corps, au pire sur le cerveau peut-être, j'en sais rien, et donc du coup que le remède soit pas pire que le mal, mais qu'il y ait des effets secondaires quand même relativement importants? Oui, ben comme d'habitude, Hicham, tu poses une question très intelligente, évidemment. En fait, contrairement à ce que tu dis, on n'est pas sûr à 100% d'avoir vraiment compris ce que faisait DUX4 dans le développement embryonnaire. Apparemment, en plus d'un rôle au niveau du passage du stade de 4 à 8 cellules, qui entraîne l'activation des gènes maternels dans le zygote, il y a l'équipe de Michael Kaiba qui pense que DUX4 jouerait un rôle dans l'implantation de l'embryon dans la paroi de l'utérus. Et donc là, ils sont en train de creuser. Il sera encore plus important que ce qu'on imaginait, quoi. Mais tout le monde dit le gène DUX4 n'est actif que dans l'embryon précoce, et puis le gène s'éteint. On a une chromatine compacte qui l'empêche de fonctionner dans tous les autres tissus.
Mais donc ça, c'est pas vraiment vrai. Il y a des tissus où il y a le gène DUX4 qui fonctionne chez les personnes saines. Donc ça n'a rien à voir avec la FSHD. Et alors les tissus en question, ce sont les kératinocytes, donc ce sont les cellules vraiment à la surface de la peau, qui sont vraiment en stade ultime de différenciation. Donc ces cellules-là vont plus jamais pouvoir se diviser après. Il y a des cellules souches qui se trouvent dans la moelle osseuse, et notamment les cellules qui permettent de fabriquer les ostéoblastes, qui sont les cellules spécialisées dans la fabrication des os. Donc là, il y a du DUX4 qui est exprimé et il n'est pas toxique. Et ensuite, il y a un groupe canadien, je crois, qui a montré qu'il y avait expression de DUX4 dans le thymus. Donc, allez, en boucherie, c'est ce qu'on appelle les riz de veau. Okay. Et donc, le thymus est très développé chez les bébés, chez les enfants, mais il régresse au cours de l'adolescence. Et donc, les vieux comme moi, quasi plus. Hein, bon, c'est plus que de la graisse. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme rôle important au niveau du thymus? C'est l'endroit où, quand les globules blancs naissent dans le sang, ils naissent dans la moelle, ils sont transportés par le sang, ils vont dans le thymus, et le thymus, qui est une glande située quelque part par là, va faire le tri entre les globules blancs qui sont capables de produire des anticorps qui ne reconnaissent aucune protéine de l'individu, et qui vont donc pouvoir servir à lutter contre des infections comme la Covid ou n'importe quoi, et les autres globules blancs qui, eux, produisent des anticorps contre des protéines de l'individu lui-même, ce qu'on appelle le soi. Donc contre le soi, contre des protéines à soi. Et ceux-là sont très dangereux parce qu'ils peuvent déclencher des maladies auto-immunes, où on a nos propres globules blancs qui détruisent certaines de nos cellules. Donc DUX4, a priori, semble jouer un rôle dans ce tri, probablement dans l'élimination des globules blancs qui reconnaissent le soi. Donc, DUX4 protégerait contre des maladies auto-immunes. Je mets tout ça au conditionnel parce que ce n'est pas encore vraiment démontré, mais voilà, ce sont les pistes de réflexion qu'on a. Il y a enfin du DUX4 chez les messieurs au niveau des testicules. Donc, apparemment, DUX4 joue un rôle important dans la spermatogenèse, donc dans la fabrication des spermatozoïdes. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a pas là? On n'en sait rien. Maintenant, au point de vue de la thérapie, donc il faut favoriser les administrations de médicaments qui ciblent le muscle, puisque c'est là que DUX4 cause des soucis dans la FSHD. Et donc, idéalement, il ne faudrait pas prendre un médicament qui va aller partout dans le corps. Maintenant, si on donne un médicament partout dans le corps, par exemple par voie orale, automatiquement, la région des testicules est protégée. Donc, c'est dans un domaine qui est protégé contre ce qui circule dans le sang. Et donc, il y a vraiment un contrôle douanier très strict du passage de ce qu'il y a dans le sang vers les testicules. Donc, les testicules, a priori, ils sont protégés. Donc, pas de souci de ce côté-là. Maintenant, au niveau du thymus, au niveau des cellules souches qui vont donner les ostéoblastes qui font l'os, il n'y a pas ce type de protection. Donc, c'est pour ça que nous, à Mons, on a toujours depuis le début essayé de donner comme conseil à nos collègues qui développaient des médicaments, cibler le muscle. Et donc, c'est ce qui est le cas avec les gens qui utilisent ces anticorps, qui reconnaissent une protéine exprimée très abondamment à la surface du muscle, hein, qui est ce récepteur, la transférine, comme Avidity, comme Dyne Therapeutics, comme Myrecule. Donc, tous ces gens-là ont une stratégie de ce type-là. Les gens qui envisagent une stratégie à base de virus AAV, eh bien, il y a des virus AAV qui ciblent spécifiquement le muscle. Donc, là aussi, il ne devrait pas avoir de soucis. Par contre, on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec l'essai Fulcrum, avec le losmapimod, qui, a priori, peut aller partout. Il n'ira très probablement pas dans les testicules, mais il pourrait aller ailleurs.
Maintenant, peut-être que la dose qui rentre là est trop faible pour causer un souci. Donc voilà, gros point d'interrogation, mais ta question est tout à fait justifiée et vraiment par principe de précaution, ce serait beaucoup plus prudent de ne cibler que le muscle. J'ai une ultime observation, après je vous promets, je la ferme. Ah, mais moi, ça ne m'embête pas, hein, tu peux causer tant que tu veux. Non, mais c'est pour sensibiliser un peu tout le monde. Alexandra, tu es forcément au courant. Tu te rappelles quand tu as projeté le slide sur le circuit que doit suivre un médicament pour arriver jusqu'à la fin. Oui. Hicham, je t'entends plus. Hicham, je t'ai perdu. Donc, je n'entends pas Hicham. Je ne sais pas si on peut le faire revenir. Téléphone, comment tu arrives? Pardon, Alexandra, mais on a des petits problèmes avec le... Tu m'entends? Oui, là, maintenant, ça va. Donc, ce que je disais en attendant qu'on rétablisse la connexion avec l'ordinateur, c'est que quand bien même un médicament obtiendrait son autorisation de mise sur le marché, ce qui est certain, c'est que s'il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, il n'y a aucune chance que les patients FSH puissent se payer un traitement à $1 million par jour. Je grossis très volontairement, mais c'est vraiment très, très important. Et c'est peut-être là que les associations de patients ont un rôle à jouer pour faire du lobbying, pour monter des dossiers, pour aller voir la sécurité sociale, dire que on suit comment dire, la progression du développement de ce médicament depuis longtemps. On les a accompagnés, ils nous ont écoutés, on leur a parlé. Certains d'entre nous ont été des patients dans les cohortes, etc., etc. Parce que plus vite on arrivera à faire reconnaître à la sécurité sociale l'efficacité de ce médicament, plus il y a de chances qu'ils le prennent en charge et donc que les patients FSH puissent vraiment en bénéficier. Oui, je crois que c'est vraiment un problème crucial que tu soulèves là. Et je sais que c'est un problème qui intéresse très fort aussi la FSHD Society. Et dans ce cadre-là, ils sont en train de faire une grande enquête pour arriver à déterminer quel est le coût de la FSHD pour les malades. Et donc, leur argumentation vis-à-vis des sociétés d'assurance santé, vis-à-vis de la sécu sociale, ce serait de dire, écoutez, il faut que vous preniez en charge ce médicament, même s'il est cher, parce que par rapport au coût de la maladie, pour nous patients et pour la société, c'est beaucoup moins. On va s'arrêter là, Alexandra. Merci, merci infiniment de nous avoir présenté. J'ai bien entendu tes merci, mais après c'était fini. Mais c'est pas grave, merci à vous de m'avoir écouté. Et une prochaine fois, on essaiera de travailler avec Zoom qui va mieux que Teams, apparemment pour moi. Voilà. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, Alexandra. Ciao, ciao. Bon week-end. Merci, vous aussi. Avant de passer